Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Analyse Hebdo. Chaque semaine, nous reviendrons sur ce qui fait l'actualité en Guadeloupe et dans le reste du monde, et ce bien sûr grâce à l'expertise de Georges Calixte, politologue et docteur en sciences politiques. Bonjour Georges. Bonsoir aux téléspectateurs d'Éclair TV et surtout très heureux de vous retrouver. Alors c'est l'un des sujets qui fait débat à l'approche de Noël. Faut-il rétablir les tests PCR pour séjourner en Guadeloupe? C'est le premier point que nous allons aborder avec vous cette semaine. Le retour annoncé des voyageurs vaccinés mais sans test PCR négatif interpelle les Guadeloupéens et fait craindre une nouvelle vague de Covid dans l'archipel. Alors la Guadeloupe fait partie des destinations préférées pour cet hiver 2021. Faut-il rétablir, Georges, les tests PCR pour séjourner en Guadeloupe? Olivier Servat, lui, est contre toute entrée sur le territoire sans test. Il convient pour répondre à la question d'analyser deux volets. Le premier volet, la répartition des rôles entre les élus et le préfet par rapport à ces tests PCR. Et d'autre part, le compromis entre le sanitaire et l'économique qu'il faut trouver. Alors, s'agissant de la répartition des compétences, les tests PCR ou tout ce qui relève de la santé ou de l'entrée aux frontières relève de la compétence quasi régalienne de l'État. Autrement dit, les élus légitimement se font les relais d'une inquiétude de la population, mais c'est in fine le préfet qui prendra avec l'ARS la décision de maintenir ou pas les tests PCR. Pour l'instant, tel n'est pas le cas puisque les personnes extérieures qui rentrent à la Guadeloupe peuvent le faire sans le test PCR. Maintenant, concernant la nécessité de favoriser des flux importants qu'on qualifie en économie de flux exogènes, donc de personnes, consommateurs potentiels, qui viennent dans un espace économique pour pouvoir dépenser. Et dans cet espace économique, il crée ce qu'on appelle une injection initiale en apportant de l'argent. En particulier, s'agissant du tourisme, de la restauration ou des intermittents du spectacle, qui sont trois secteurs ayant particulièrement souffert, il y a le besoin de cette injection initiale. Maintenant, de notre côté, si sur le plan économique, il y a cet apport extérieur qui est très largement attendu, il ne faut pas non plus oublier les conséquences en relation avec les expériences passées. Au niveau de l'Hexagone, dès cette année-ci, la Côte d'Azur, la Gironde en tout cas, l'Aquitaine, qui sont des régions particulièrement touristiques, avaient le plus haut taux d'incidence et de positivité. À la Guadeloupe même, la quatrième vague que nous avons vécue, avec son caractère très catastrophique sur le plan même non seulement de la santé, mais également du nombre de morts au niveau de la population, dont on n'est pas très sûr actuellement des chiffres. Mais cette quatrième vague ne peut pas être dissociée de l'ouverture des frontières au mois de juin, permettant par conséquent à des dizaines de milliers, aussi bien des originaires que des touristes, de venir sur la Guadeloupe. Donc la solution à ce problème, puisque non plus on ne peut étrangler le tourisme, la restauration ou les intermittents du spectacle, et je ne cite que les principaux, la solution à ce problème tient, me semble-t-il, dans la donnée scientifique qui est actuellement, qui fait consensus au niveau de la communauté scientifique, c'est qu'à moins de 3 mois, le schéma vaccinal complet reste efficace, mais qu'au-delà de 3 mois, il y a une diminution au point qu'au bout de 6 mois, l'efficacité, alors je prends en particulier le test Pfizer qui est le plus, en tout cas, injecté à la Guadeloupe, eh bien, ce test diminue de près de 30%. Ça veut dire que les touristes qui viennent après, au-delà de 3 mois de schéma vaccinal complet, se retrouvent dans une situation où le potentiel de contamination est le plus important. Donc la solution devrait, me semble-t-il, consister en 3 étapes. Soit que les touristes aient moins de 3 mois de test, en tout cas de schéma vaccinal complet, auquel cas ils peuvent rentrer sur cette base. Deuxième cas de figure, ils ont plus de 3 mois, et 2 cas de figure se présentent. Soit qu'ils ont la 3e dose, ce qui était préconisé par l'Agence du médicament
au moins pour les plus de 65 ans, soit qu'ils viennent avec un test PCR de manière à ce qu'il puisse y avoir un minimum de protection de la population, puisque notre population, pour l'instant, n'a pas encore atteint le taux de vaccination de l'Hexagone, loin de là, et qu'il faut par conséquent cette protection qui psychologiquement déjà va permettre de mieux accepter les touristes, parce qu'imaginez-vous que cette campagne touristique, la population voit à travers le touriste non pas un acteur économique qui vient injecter de l'argent sur place, mais celui qui vient amener la maladie. Il risque d'y avoir des crispations et peut-être même l'accueil légendaire de la Guadeloupe risque d'être mis à mal, et il va donc y avoir des conséquences qui seront en tout cas assez difficiles à supporter au cours des années à venir. Donc à mon avis, ce bon compromis consiste à avoir le critère de 3 mois, moins de 3 mois, schéma vaccinal complet suffisant, plus de 3 mois, deux cas de figure, 3e dose ou alors test PCR. Pour revenir sur l'économie, Georges Calixte, comment expliquer que les derniers chiffres de l'INSEE traduisent un impact économique négatif moins important en Guadeloupe que dans l'Hexagone? C'est souvent ce qui est mis en avant par le ministère des Outre-mer, à savoir qu'à la Guadeloupe, comme dans certains Outre-mer, prenons l'exemple de la Guadeloupe, le produit intérieur brut de la Guadeloupe, et ce sont les derniers chiffres de l'INSEE publiés en juin 2021, a diminué de 6%, alors que celui de la France et l'Hexagone a diminué de 8%. Mais il faut savoir pourquoi. C'est que nous avons un secteur de services administrés, donc les fonctionnaires, les transferts sociaux liés aux prestations sociales, qui, elles, sont en dehors de l'impact, qui ne sont pas impactés par la crise. Ce sont des dus liés à la loi, en fonction des responsabilités ou de les situations de précarité. Et par conséquent, cette moindre incidence négative de la Covid-19 sur l'économie globale de la Guadeloupe, en tout cas le produit intérieur brut, se traduit simplement par le fait que nous sommes sur une économie de services administrés, sous une économie perfusée, et qu'une grande partie de l'injection initiale n'est pas liée aux échanges commerciaux, mais est liée surtout à l'injection liée aux prestations sociales. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mieux supporté sur le plan quantitatif, objectif, mais sur le plan stratégique, il faut aussi se poser la question: combien de temps pourrons-nous continuer à vivre avec un secteur productif qui est relativement limité, qui nous incite par conséquent à importer grandement, près de 90% de ce que nous consommons. Bien, je vous propose de passer au deuxième sujet de la semaine. 6 binômes sont à nouveau dans la course dans 3 cantons de la Guadeloupe pour les élections départementales. Voyons ensemble dans un instant les enjeux de ces élections. Les élections départementales partielles auront lieu dans 3 cantons de la Guadeloupe le 31 octobre pour le premier tour et le 7 novembre en cas de second tour. Pour rappel, les précédentes élections en juin dernier avaient été annulées. 3 binômes ne réunissaient pas les conditions d'élection. Guy Losbar, le président élu de la collectivité, est de nouveau candidat. Ces élections partielles vont-elles bouleverser les équilibres au palais du conseil départemental ? On peut d'ores et déjà répondre non, dans la mesure où le GUSR, qui est le parti le mieux implanté au niveau du conseil départemental, dispose d'une marge de manœuvre importante. Et en plus, quand on se projette d'un point de vue de la physionomie et la probabilité des résultats, il y a le canton de Bémao où se trouve Hélène Polifonte, qui est d'ailleurs seul binôme. Donc ce qui peut se produire pour ce canton, c'est que l'électorat, ne voyant pas d'enjeu, ne se mobilise pas. Or, je rappelle que tous les candidats ont été confrontés au même problème, c'est qu'ils n'avaient pas les 25% des électeurs inscrits. Des électeurs inscrits. Voilà, pas des électeurs votants. Donc, pas d'enjeu en particulier sur le canton, en tout cas Bémao 2. Sur le premier canton, Guy Losbar, au premier tour, avait eu plus de 70%. Auquel cas on ne peut pas estimer qu'il se sent particulièrement menacé. Et par contre, effectivement, au niveau des critères d'analyse, il faut poser la question du canton numéro 1 des Abîmes, qui nécessite, lui,
que l'on s'y intéresse un peu plus. Quel est l'enjeu justement sur le canton 1 Alors, sur le canton des Abîmes, quand on analyse l'enjeu sur un canton, on s'appuie sur 3 critères. Les données objectives liées au résultat, puisque là il s'agit d'une élection partielle et par conséquent il y a déjà eu une donnée antérieure, objective par rapport au résultat. Il y a un critère psychologique. Y a-t-il dans ce canton un impact particulier qui pourrait faire évoluer le jugement politique de l'électeur? Et troisième critère, est-ce qu'il y a sur le plan politique une évolution majeure qui pourrait être de nature à basculer les équilibres? Alors, concernant le premier point de ce canton et sur le plan du jugement politique, je voudrais rappeler que c'est un canton qui est capital pour l'actuelle municipalité, tout simplement parce que le père d'Éric Jalton a été conseiller départemental dans ce canton. Éric Jalton l'a lui-même été, et par conséquent, s'il y a une défaite dans ce canton, c'est quasiment un pan historique de l'implantation d'Éric Jalton aux Abîmes qui risque d'en prendre un coup. Deuxième élément de ce canton, il y a eu 551 voix entre Rosan Roseduel et Fred Deshaies. Rosan Roseduel avec Mme Faithfull et Chantal Desrusses. Et pour l'instant, il y a un troisième candidat qui se positionne. La question maintenant est de savoir quelle sera la force de frappe de la frappe par rapport à la personnalité, des nouvelles personnalités politiques du GUSR qui viendront certainement se lancer dans la bataille, puisque ce canton, je vous dis, il est symbolique. S'il tombe, automatiquement, c'est une histoire du jaltonisme, si on peut parler de la sorte, qui est mise en difficulté. Donc il y a tout lieu de croire, et ça nous intéresse au niveau de l'analyse politique, voir quelles sont les stratégies qui seront menées et quelles en seront les conséquences sur le plan, bien sûr, des résultats, sachant que je rappelle qu'il y a quand même un binôme qui a 551 voix d'avance. Pour ceux qui se posent la question, est-ce que Guy Losbar sera réélu à la tête du conseil départemental? A priori, s'il n'a pas de problème au niveau de son canton, et après il ne devrait pas y en avoir, en tout cas sauf événement cataclysmique qui pourrait intervenir, il n'aura aucune difficulté à retrouver son fauteuil de président, puisqu'il a fait l'objet d'un consensus dès le premier tour, en tout cas dès la première élection, et qu'il n'y a aucune velléité qui se soit manifestée allant dans ce sens. Bien, je vous propose de passer au dernier sujet de la semaine, et ce n'est pas le moins important. Il se passe incontestablement quelque chose autour d'Éric Zemmour en France. Il n'est pas encore tout à fait candidat, mais c'est tout comme. Votre analyse à ce sujet dans un instant. Les intentions de vote envers Éric Zemmour, selon un dernier sondage IFOP, le place au coude à coude avec Marine Le Pen. Le président sortant, lui, reste en tête. Comment expliquer la cote de popularité d'Éric Zemmour à l'aube des élections présidentielles 2022 ? Alors, il y a deux critères. D'abord, quelques chiffres. Éric Zemmour, en août 2021, était à 9%. Il est passé, le sondage de ce matin, donc on est sous le sondage IFOP, à 17%. Il est donc il fait jeu égal avec Marine Le Pen qui est autour de ces 17%. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ceux qui sont censés représenter les extrêmes, avec des nuances sur lesquelles je reviendrai, représentent 2 fois 17%. Ça veut donc dire que le président de la République reste en tête à 24%, mais entre la dernière élection présidentielle et celle à venir, il y a quand même un électorat qui serait à 34% attiré par les extrêmes. Alors par contre, là où il faut quand même apporter quelques nuances, ça concerne les motivations des électeurs. Éric Zemmour a développé ce qu'on appelle la théorie du grand remplacement, qu'il faut éviter. Autrement dit, ses thèses sont très simples. La civilisation française est en train de disparaître. Il attaque souvent d'ailleurs la civilisation islamique qui entre dans un processus de substitution, en tout cas à venir. Et donc, il a trouvé au niveau de l'électorat
qui est très sensible aux problématiques de l'immigration, un paradigme nouveau que l'on ne retrouve pas chez Marine Le Pen. Marine Le Pen parle de la lutte contre l'immigration, mais Éric Zemmour va plus loin. Il parle de lutter contre le grand remplacement. Ça veut donc dire qu'actuellement, la thématique de l'immigration est celle qui semble dans la campagne avoir le poids le plus important. Et donc, Éric Zemmour a su bien trouver le créneau. Maintenant, est-ce que s'il est candidat à l'élection, il va pour autant faire le même score? Je vous rappelle que Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, lors des dernières élections, n'ont pas fait le score qui était espéré, en tout cas que les sondages prédisaient. Et qui constitue l'électorat d'Éric Zemmour? Je reste persuadé qu'il s'agit d'un certain nombre d'électeurs qui ne sont pas satisfaits de la droite ou de la gauche, qui ont voté donc pour Emmanuel Macron, mais qui ne sont pas non plus satisfaits de la politique menée par Emmanuel Macron, qui a été confronté, je rappelle, à 3 crises. La crise pour les retraites, la crise des gilets jaunes et la crise sanitaire, ce qui ne lui a pas permis de mettre en place les réformes qu'il avait prévues. Et donc, cette si vous voulez, perception d'inertie de l'électorat l'amène à pouvoir rechercher à exprimer plus son mécontentement que son adhésion. Donc je reste persuadé que le phénomène Éric Zemmour est un phénomène qui est contextuellement dans une situation où il est à même à recevoir le mécontentement. Je ne suis pas certain qu'il aura la légitimité pour arriver en compétition avec Emmanuel Macron. Maintenant, là où il faudra bien se poser la question, Emmanuel Macron peut compter sur le front républicain, mais avec 34%, imaginez-vous que les électeurs de Marine Le Pen et ceux d'Éric Zemmour puissent s'associer, il risque d'y avoir quand même quelques difficultés. Même si je rappelle qu'Éric Zemmour, il est plus récoltant le mécontentement que l'adhésion. Quelles peuvent être les dynamiques autour d'Éric Zemmour en Outre-mer, en particularité en Guadeloupe? Vous savez que la thématique de l'immigration a fait du Rassemblement national l'un des premiers partis au cours des élections européennes et voire même au cours des dernières élections présidentielles. Ça veut donc dire que l'évitement du grand rassemblement, ce qu'on appelle la grande substitution, hein, pour reprendre un autre terme, en tout cas le grand emplacement est sensible, très sensible. D'ailleurs, regardez un peu l'ANG. Pourtant, nous sommes dans des éléments complètement opposés. L'ANG qui a failli franchir la barre des 10% aux dernières élections régionales. Mais quelle était l'une des idées phares de l'ANG? C'est de dire, attention, il faut protéger nos terres, puisque nos terres sont en train de partir. Et vous voyez que cette phobie du remplacement, qui peut se traduire aussi bien par des liens socio-ethniques que pour des raisons foncières, et qui peuvent se généraliser au niveau du travail, eh bien, cette théorie du grand remplacement peut amener, au cours de la prochaine élection présidentielle, si Éric Zemmour est candidat, à ce qu'il y ait, dans l'expression d'un mécontentement général, certains Guadeloupéens et Guadeloupéennes qui, comme ils l'ont fait pour le Rassemblement national, ne vont pas hésiter, par mécontentement, à voter dans le sens d'Éric Zemmour. Merci Georges Calixte pour votre analyse pertinente. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Analyse Hebdo. Passez une excellente semaine sur Éclair Télévision.